Écoutez, l'homme qui est à la manœuvre, le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrski, il insiste d'ailleurs sur cette question des prisonniers. Les troupes de nos forces de défense poursuivent leur offensive sur le territoire de la région de Koursk. Depuis le début de la journée, les troupes ont progressé d'1 à 2 kilomètres dans différentes directions. La recherche et la destruction de l'ennemi dans la localité de Soulza sont terminées. Depuis le début de la journée, nous avons fait prisonnier une centaine de soldats ennemis. Voilà. Arrêtons-nous un peu d'abord sur l'homme qui a réussi ce coup phénoménal dans le plus grand secret, comme on le rappelait tout à l'heure avec Renaud Girard. Sa carte d'identité, 59 ans. Hein, c'est ça. Soixantenaire. Né dans la région de Vladimir, donc en Russie. Il a été formé en Russie. Il était formé à une académie importante à Moscou. Alors, scolarité ensuite en Ukraine. Il a fait sa carrière en Ukraine comme très fidèle soldat. Mais il avait fait précédemment en Union soviétique même la guerre d'Afghanistan. Donc, il était déployé en Afghanistan. Donc, la guerre d'agression, il l'a menée dans la position de l'agresseur. Il a vu les deux, ce qu'est aussi la guerre d'agression russe. Et puis évidemment, son grand fait d'armes, c'est la défense héroïque de Kiev en février 2022. C'est un personnage qui connaît les Russes, il connaît l'ennemi par cœur. Oui, il les connaît absolument par cœur. Il a fait la fameuse l'Académie Frunze à Moscou, qui est en plein centre de Moscou. Il parle russe, il parle d'ailleurs ouvertement russe à ses commandants, etc. Il ne le cache pas d'ailleurs. Et il connaît parfaitement, évidemment, la tactique des Russes. Alors c'est lui qui avait déjà eu cette manœuvre, cette idée géniale lorsque les Russes avaient attaqué en descendant avec des colonnes de chars de Biélorussie. Il avait repris l'idée de Kutuzov contre Bonaparte en disant pas de bataille frontale, éparpillez-vous et attaquez comme des essaims de guêpes. Là, il est sorti un peu de la doctrine soviétique trop classique. Et non, mais ça a marché. Kutuzov s'était éloigné de la doctrine prussienne classique de l'époque et ça a marché. Là, il s'est effectivement tout à fait éloigné de la doctrine soviétique classique. Il a joué de l'effet de surprise et d'une très bonne connaissance de terrain et aussi, il faut le dire, sans doute de très bons renseignements, alors qu'ils ont pu prendre avec leurs propres drones. Mais je me suis laissé dire que peut-être que quand même la CIA, mais de manière d'ailleurs continuelle, leur fournit les images satellites qu'elle peut prendre de ces régions-là. Ils ont dû repérer un ventre mou et y aller. Et comme le disait très bien Vincent, ce qui est extraordinaire, c'est que on ne voit pas l'armée russe essayer de les prendre en tenaille et de les encercler. Et ça fait 9 jours que ça dure. Ce qui est intéressant aussi sur Syrski, c'est justement son nomination par le président a été très contestée par la population ukrainienne parce qu'il y avait effectivement le général Zaloujny aimé par tout le monde, disons comme ça, parce que c'est quand même lui qui est héros de cette première année de la guerre contre les Russes. Ce qu'on voit aussi que finalement, Syrski et Zaloujny, dans leur manière de faire, dans leur vision peut-être de la chose, sont pas si différents que ça. Ce qu'on note pourtant, c'est que Syrski, il est plutôt la personne qui va bouger énormément. Il bouge beaucoup sur les fronts, sur la position. Là, d'ailleurs, la raison pour laquelle on le voit plutôt en écran derrière lors de cette peut-être réunion avec Zelensky. Mais ce qu'on sait aussi que, par exemple, Zaloujny, il était plutôt dans son cabinet. Il d'ailleurs écrivait des super articles très intéressants sur l'art de la guerre, sur cet aspect-là. Et Syrski, finalement, c'est quelqu'un qui peut maintenant dignement prendre le relais pour faire cette surprise-là, pour vraiment encourager le peuple ukrainien, mais aussi l'armée, qui d'ailleurs subit... c'est dur, surtout sur le front de Donetsk, cette partie-là. Mais tout à fait, ça ne veut pas dire que si on est né en Russie... qu'on est russe, pas du tout. Ça veut dire que c'est l'après qui va nous former, notre position, notre identité, il est quand même formé dans les endroits, dans les temps postérieurs. Et moi, je trouve que c'est ça que je retiens de ça, parce que d'ailleurs, les Russes attaquaient énormément Syrski sur sa ethnicité. Malheureusement, les Russes, ils sont fixés sur ethnie, et c'est ça, d'ailleurs, la raison aussi de leur fascisme ou néofascisme qu'on appelle le russisme en Ukraine. Cyril Amourski, la popularité maintenant de Syrski, effectivement, quand il est arrivé, il prenait la place de quelqu'un de très populaire. En réalité, ce qu'il réussit là, il entre dans quasi, comme vous le rappeliez, dans l'histoire militaire.
Oui, et j'aimerais reprendre un peu ce qu'a dit Ludmila. Je me reconnais justement dans ce type de personnage, dans la mesure où on parle de quelqu'un qui a un rapport avec la Russie, qui est né en Russie, et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a un attachement au pouvoir ou quoi que ce soit russe. Sierski, aujourd'hui, d'ailleurs, est ukrainien. C'est vrai que quand on l'écoute, on voit qu'il a un accent très, très fort dans ses échanges avec Zelensky, mais c'est quelqu'un qui a su montrer qu'il est prêt à avoir l'initiative, prendre l'initiative, mener des opérations assez audacieuses. On l'a vu justement au niveau de Kharkiv, on l'a vu au niveau de Kiev, et aujourd'hui on le voit au niveau de Koursk. Et au niveau de Koursk, on ne sait toujours pas ce que ça va donner, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons quand même des centaines de prisonniers. C'est un argument qui est important pour l'Ukraine, pour les échanges. On a parlé de Azov, mais il n'y a pas que Azov, il y a plein d'autres brigades qui ont énormément de leurs soldats qui sont aujourd'hui en prison, et les familles ukrainiennes attendent que ces gens-là puissent revenir chez eux. Et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est que les Russes, entre autres, ils voient ces images, ils voient les images de centaines de soldats qui aujourd'hui sont emprisonnés côté ukrainien, et ils voient également les images de ce qui se passe à Koursk. Ils voient que le contrôle n'est toujours pas rétabli, même si c'est vrai que la Russie a envoyé 7 unités militaires différentes déjà dans la région, 2 parties de brigade, 2 éléments de brigade. Ils voient également ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ils voient que certains soldats russes ont participé à des pillages. Et d'ailleurs, je vois que j'ai un bon ami avec moi qui est avec vous ce soir en plateau, Louis, qui avait fait une publication à ce sujet. Bref, les Russes sont toujours sous le choc face à cette incursion. C'est un coup réussi de la part de l'Ukraine, mais on ne sait pas à quel point et jusqu'à quand. Louis Duclos, vous êtes interpellé par votre ami, votre copain Mourski. Oui, moi ce que j'aimerais rappeler, c'est que c'est pas forcément la première fois que la Russie est attaquée sur son territoire. On avait vu déjà des troupes justement russes qui se battent pour l'Ukraine, qui avaient fait des escarmouches dans l'oblast de Belgorod, et on peut voir qu'en fait peut-être qu'ils testaient un peu les défenses, ils regardaient comment réagissaient les Russes, comment ça se passait. Des reconnaissances, est-ce qu'on peut penser qu'ils étaient déjà là en reconnaissance en réalité? Je pense que oui, pour faire une offensive de cette ampleur, je pense qu'il faut forcément faire une reconnaissance, savoir les forces qu'il y a en face, et après il faut de l'audace, de la vitesse et de la surprise. Ça c'est fascinant, ça veut dire qu'au fond c'est une opération préparée de très longue date, c'est-à-dire le secret a été tenu pas seulement pendant des semaines, mais peut-être pendant des mois. Oui, mais il y a un autre élément qui m'apparaît essentiel, c'est que dans la psyché russe, Koursk renvoie à 2 autres épisodes, l'un glorieux, l'autre tragique. L'épisode glorieux, c'est bien sûr la plus grande bataille de chars de l'histoire, la fameuse bataille de Koursk en 1943. Et puis plus près de nous, il y a 24 ans quasiment jour pour jour, la tragédie du sous-marin nucléaire Koursk, où 118 hommes d'équipage ont péri. Et à cette époque-là, un certain Vladimir Poutine, qui avait été élu 3 mois plus tôt, était en train d'inviter quelques amis à un barbecue télévisé d'ailleurs dans sa villa de Sotchi. Et ce qui avait été vivement reproché à l'exécutif à ce temps-là, c'est que des offres d'assistance qui étaient venues des marines norvégiennes et britanniques avaient dans un premier temps été traitées par le mépris, et lorsque 4 ou 5 jours plus tard, Moscou avait enfin accepté, il était trop tard, les 118 hommes d'équipage étaient morts. Et maintenant, dans l'autre camp, dans le camp russe, le personnage qui est à la manœuvre, Alexei Diumine, ça c'est intéressant de vous entendre là-dessus, personnage qui a été très près de Vladimir Poutine, ancien gouverneur d'une région Toula, secrétaire du Conseil d'État. Ça veut dire quoi, secrétaire du Conseil d'État là-bas? Personne ne le sait, en fait, c'est un organisme qui ne sert à rien, en fait, c'est quelque chose... Poutine, à un moment donné... Vous connaissez le mot de Clémenceau, il y a 2 choses qui servent à rien, le président de la République et la prostate, mais c'était une autre époque. Je ne suis pas d'accord avec ça. ni l'un ni l'autre. Ouais. Et donc en fait il faut commencer par le début, parce qu'en fait ça c'est les fonctions qu'il occupe maintenant, mais c'est le début qui est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui était le garde du corps personnel de Poutine, et donc c'est quelqu'un en qui Poutine a une confiance absolue. Ça veut dire que c'est peut-être la seule personne, ou une personne très très rare, à qui Poutine peut tourner le dos, parce qu'il sait très très bien que s'il tournait le dos à Patrouchev, il est prêt peut-être à recevoir un couteau. Mais en revanche, Diumine, vous savez, on raconte le mythe comme quoi ils étaient dans la taïga tous les deux dans un chalet, ils dormaient tranquillement, et il y avait un ours qui a essayé de rentrer dans ce chalet, et Diumine, soi-disant, a effrayé l'ours et a sauvé la vie de Poutine. À mon avis, il en a rajouté un peu. Vous faites beaucoup rire Ludmila Totieva, l'histoire de l'ours. Moi, je croyais que Poutine aurait mis fin à la vie de ce plantigrade d'un Nippon ou d'un Osotogari, le
grand judoka Poutine, j'ai quand même été très déçu de m'apercevoir qu'il devait son salut à ce fameux Dioumin. Mais ce que ça révèle, pardon, de ces régimes où la présence, le fait d'être près du chef, en soi, c'est vraiment le pouvoir, n'est-ce pas, plus important que tout. Dioumin, il a quand même dirigé une région importante, c'est la région de Tula, qui concentre toute l'industrie d'armes, enfin une grande partie de l'industrie d'armement russe. Et d'ailleurs, il passe pour un homme extrêmement, une fois n'est pas coutume, pas corrompu, honnête, qui fait son boulot. C'est la réputation qu'il a.